On va donc traiter 7 thèmes. D'abord, on va essayer de rétablir un peu, de dire de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle et de démocratie. Et puis, on va traiter 7 thèmes. D'abord, moi, je suis assez favorable à tout ça, mais comme on le disait tout à l'heure, je ne suis pas du tout ébloui par les technologies d'intelligence artificielle, d'IA, parce que je trouve que ce sont simplement des algorithmes de simulation de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Et c'est vrai que les machines avec les algorithmes le font beaucoup plus vite que nous, mais ce n'est pas pour autant que les machines sont intelligentes, c'est pas vrai. Au contraire, elles sont même toujours d'une stupidité assez abyssale. D'ailleurs, il suffit de regarder quelle est l'architecture des ordinateurs d'aujourd'hui. Vous savez, c'est les mêmes qu'il y avait il y a 50 ans, les machines de von Neumann. Donc, il faut arrêter de se gargariser devant cet éblouissement que constitue l'intelligence fondée sur des machines extraordinaires d'aujourd'hui. Ça va simplement plus vite, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement intelligent pour ça. Donc, le premier thème, ça sera l'expression directe. Moi, je pense que, in abstracto, si on s'exprime dans l'idée qu'on utilise l'intelligence artificielle normalement, sans chercher à la détourner, sans en faire un instrument de pouvoir, je pense que c'est une arme extraordinaire. C'est un moyen fantastique qui va permettre à tout le monde de s'exprimer d'une manière égalitaire. Et j'ai préparé, en arrière-plan, si vous voulez, de mon argumentaire, j'ai repris les 3 lettres, les 3 mots qui caractérisent donc la République française, à savoir liberté, égalité, fraternité. Or, liberté, à mon avis, c'est justement le fait que l'individu eh bien, est libre de pouvoir accéder à ce qui l'intéresse ou ce dont il a besoin. Le deuxième point qu'on va traiter, ça va être la justice. Je crois que là, c'est l'égalité. D'abord, donc, la liberté, maintenant, c'est l'égalité. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Si on imagine une société, donc une cité avec les personnes qui ont tous les mêmes, on va dire tous les mêmes possibilités, on est tous sur la ligne de départ. Et donc c'est ça. Et donc au fond, l'intelligence artificielle, de mon point de vue, disons que c'est un moyen d'assurer donc l'égalité. Troisième point, je vais un peu plus vite, c'est prise en charge de l'éducation. L'intelligence artificielle va nous permettre de nous former à un niveau jamais atteint. C'est vrai. Maintenant, on commence, et quelle que soit votre couleur, votre race, votre langue, votre machine, sauf le Macintosh, bien sûr. Donc, quelle que soit votre machine, eh bien, vous pouvez vous former donc, comme vous voulez. Donc, prise en charge de l'éducation. L'intelligence artificielle, autre point, elle n'est pas raciste, elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas antisémite. C'est un algorithme. Ce sont les êtres humains qui la rendent antisémite ou qui la rendent raciste. Et c'est vrai que quand on parle des fameux bias, les fameuses déviations, c'est vrai que certains algorithmes, bizarrement, font une discrimination sur la couleur, deviennent misogynes, enfin on ne sait pas pourquoi, mais fondamentalement, intrinsèquement, l'algorithme d'IA, lui, il ne l'est pas. Tout au moins, c'est ce que je pense défendre. L'intelligence artificielle aussi multiplie les sources d'information et favorise l'éclosion d'une pensée variée. Vous avez dû m'entendre souvent hurler, râler contre la fameuse pensée unique qu'on nous impose. Moi, je trouve que grâce à ça, là, je peux me forger une idée qui sera une idée variée, multivariée, comme on dit maintenant, et pas contrainte nécessairement par une espèce de pensée unique, cadrée, en dehors de laquelle on n'a pas le droit d'aller. L'IA va également permettre de professionnaliser donc les élections. Alors j'en parle, pourquoi? C'est parce que c'est les élections aux États-Unis. Dans 10 ans, on saura peut-être quel sera donc le nouveau président, mais c'est une déviation. Quand on voit le système antédiluvien, moyenâgeux des élections américaines, on se dit que si on pouvait travailler de manière un peu plus intelligente en se servant d'algorithmes d'IA, ne serait-ce que pour des questions sécuritaires, d'authentification, de garantie, vous voyez, on aurait quand même fait des progrès. Et enfin, je pense que l'IA, ce sera le dernier thème, s'oppose à ce que l'on va appeler l'intellictature ou l'intellicrature, c'est-à-dire ce mélange à la fois de dictature et d'intelligence. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, disons au début du XXIe siècle, aujourd'hui, les seuls qui se servent réellement
de ces outils, hein, ce sont plutôt des dictateurs. Des dictateurs. Et si vous voulez, l'IA aujourd'hui, les algorithmes d'IA, à mon sens, ne sont pas encore arrivés au niveau d'usage du citoyen. Et c'est ça qu'il manque actuellement. Et donc, mon point de vue, que va bien sûr contester donc Thierry Mangin, mais quand on utilise des Macintosh, on ne peut pas s'attendre à quand même beaucoup mieux. Donc, lui, il va dire que c'est pas vrai, il va dire que c'est mauvais, que tout ça. Bon, on va donc s'en expliquer. Alors voilà, donc je vais donc cesser donc, ce partage-là. Donc, on va essayer donc de discuter ces points de vue. Alors donc, premier point donc, l'expression directe. Alors d'abord, je voudrais quand même, tu me permets juste un instant, après ça je me tairai, c'est promis, je voudrais d'abord rappeler donc ce que c'est que la démocratie. Démocratie, ça tient ses origines finalement du grec. Ça vient de démocratia, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, et qui est formé en fait de deux mots, de démos, qui veut dire peuple, et puis de kratos, qui veut dire pouvoir. C'est donc tout simplement le pouvoir qui est entre les mains du peuple. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais enfin bon, c'est ça. Moi, je pense que, quant à l'intelligence artificielle, je vous ai dit ce que j'en pensais, de mon point de vue, ce sont des algorithmes qui sont vraiment pas très brillants, hein, vraiment, hein, je pourrais vous le démontrer, je ne reviendrai pas là-dessus. Et je voudrais reprendre une phrase que j'ai bien aimée, qui résume un petit peu tout ça. C'était Charles Bukowski qui disait ça. La différence qu'il y a entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres, alors que dans une dictature, tu ne perds pas ton temps à voter. Donc, on va partir là-dessus, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer par regarder le premier point. Donc, l'expression directe du citoyen. Alors, mon point de vue, et je passe la parole donc à Thierry, hein, de mon point de vue, c'est que l'IA permet de supprimer les intermédiaires. Ça permet d'accéder à tous les rouages de la société, de la cité, qui n'est plus réservé aux seuls initiés et aux seuls ayants droit ou pensant être des ayants droit. Sur le principe, c'est une technologie très, très égalitaire. D'où l'idée donc, que je présente aujourd'hui, à condition, bien entendu, que l'on ne dévoie pas donc, cette technologie. Vous voyez, et donc, c'est une vraie liberté, vraie citoyenneté sans intermédiaire. Si on applique intelligemment l'intelligence artificielle et sans modération, à mon avis, c'est une opportunité fantastique. Il faut simplement la contrôler et ne pas la réduire à un outil au service des puissants. Il faut faire attention à ça. Vous voyez ? Et je parle de l'idée aujourd'hui, qui est complètement utopique, c'est ce que va bien sûr dire Thierry, que je parle de l'idée que je ne fais pas de l'intelligence artificielle un instrument de pouvoir. Et j'aurai des arguments d'ailleurs à présenter pour ça. Mais bon, donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un moyen extraordinaire de liberté. Donc, c'est une vraie citoyenneté qui est offerte donc, aux citoyens, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu en dis ? Avec tout ça, j'en dis déjà, alors je voudrais revenir sur le... On ne t'entend pas très bien. Je ne m'entends pas très bien. Je vais essayer de me rapprocher de mon Macintosh avec son micro défaillant. Ça va mieux là ou... Tu m'entends ou pas? Oui, ça va, mais bon, à peu près. Allons-y. Augmente le son. En fait, l'expression directe du citoyen dont tu parles, elle n'est déjà réaliste et possible que dans un schéma de démocratie directe. Aujourd'hui, la démocratie telle qu'on la vit, en particulier dans les pays européens, est une démocratie représentative. Donc, de toute façon, dans les enjeux à moyen terme, déjà se poserait la question de l'usage par rapport à quel type de démocratie et par quel type de processus. Parce que quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais des élections américaines. Les élections américaines, si l'IA intervient dedans, l'IA intervient dans un processus démocratique qui sert à désigner des représentants. Donc l'expression directe, on est déjà dans quelque chose d'autre, de différent. On pourrait imaginer que c'est quelque chose de plus abouti et que effectivement l'IA ou la technologie en général
permettrait de réaliser le rêve de la démocratie grecque avec effectivement, on réinvente l'agora où chacun peut s'exprimer et où chacun a le pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de l'IA pour ça, enfin, tout au moins on l'avait imaginé avant sans l'IA. C'est un des, je veux pas dire un des délires de certains sur les réseaux sociaux, mais un peu. L'expression directe, elle peut aussi se faire par les moyens des réseaux sociaux. On n'a pas forcément besoin de l'IA pour l'expression directe. L'IA intervient dans le traitement de la donnée, mais elle n'intervient pas dans l'expression de cette donnée. Et par contre, l'intervention dans le traitement de la donnée, c'est le remplacement du processus qui conduit aujourd'hui à avoir des représentants. Le représentant devient l'IA. Et ça, par contre, aujourd'hui, ça pose de multiples problèmes, et notamment celui de celui qui détient l'outil de représentation. Ça revient à dire qu'aujourd'hui, les constitutions, qu'elles soient américaines, françaises ou autres, sont remplacées en partie pour le processus qui concerne à prendre en compte la demande, à rendre le pouvoir aux citoyens à lui donner la demande. Ça revient à dire que c'est des algorithmes qui ont été écrits par IBM, par Google, par d'autres grandes sociétés de technologie, évidemment, de ceux qui ont conçu des processus démocratiques, alors, plus ou moins démocratiques, mais en tout cas, les processus existants sont aujourd'hui en place. Je dirais, et les remettre en cause, ça. Oui, mais l'IA peut être mais l'IA peut être aussi quand même un facteur donc, valorisant. Donc c'est pour ça que je trouve que bon, on est d'accord. Donc tu me permets, on va prendre tout de suite le deuxième point. Deuxième point, donc pour ceux qui ont suivi donc la Révolution française, donc on parle de Saint-Just, Saint-Just qui est donc un petit peu le symbole de la pureté. Alors, bon, on dirait la Révolution française et la pureté, il faut quand même l'attendre un peu, hein. Mais disons que pour moi, d'une certaine manière, finalement, l'intelligence artificielle, c'est le Saint-Just du numérique aujourd'hui, c'est-à-dire l'égalité de tout le monde, en supposant que chacun a les mêmes moyens d'accès. Tout le monde a donc ses chances sur la ligne de départ, hein. Même chance sociale. Rendez-vous compte du chantier phénoménal qu'il y a grâce à l'intelligence artificielle et à ses algorithmes. Il y a des barrières donc sociales qui vont tomber et qui vont donc donner à tout le monde, à tous les individus qui le veulent, bien sûr, et leur donner donc des moyens d'accéder donc à des niveaux sociaux qu'ils n'auraient pas pu avoir avant. Ils pourront en particulier accéder à des niveaux de santé. Juste un point là-dessus. Moi, je suis convaincu d'une chose. Bien sûr, ça va vous faire hurler, là, mais moi, je suis convaincu que dans 50 ans, dans 100 ans, les hôpitaux, ce ne sera plus des hôpitaux. Ça sera des techniciens de la médecine qui seront devant des écrans et qui vont interpréter des informations qui leur arriveront depuis des hubs où se rendront donc les usagers. Bien. Derrière tout ça, il y aura des algorithmes. Et d'ailleurs, il y en a un actuellement qui s'appelle Watson, donc qui est fait par IBM. Et tu as raison, Thierry, de dire ça, parce que c'est vrai, on commence déjà à les trouver aujourd'hui. Et je pense que l'égalité devant la santé passe aussi par on va dire, par une conformité et une compétence que ne peuvent pas avoir les médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accès en même temps aux tonnes d'informations et d'exemples déjà d'exemples de maladies qui existent. On est capable de voir deux ou trois exemples, mais eux, ils sont capables d'en voir des millions. Donc demain, grâce à l'intelligence artificielle, je pense qu'on sera dans une situation égalitaire. Parce que je vais envoyer mes symptômes et il y aura un hub qui va donc les récupérer et qui va soumettre ça à des techniciens de la médecine. Et ça commence déjà à être le cas. Donc, égalité. Je pense que tu ne seras pas d'accord avec ça, évidemment, mais je serais très curieux de voir ton point de vue là-dessus. C'est vrai aussi pour le juridique. Les gens ne se défendent pas. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Et donc, l'accès au juridique, grâce à des mécanismes d'intelligence artificielle, me semble extrêmement utile. Et donc, c'est l'égalité de mon triptyque, donc liberté, égalité, fraternité.
Non, alors je ne suis pas d'accord. D'accord. Déjà, le terme, enfin, c'est pas tellement le terme, c'est surtout le poids du terme égalité en regard de la réalité de ce qui est aujourd'hui la technologie. Tu décris effectivement la Révolution française, le triptyque Constitution française, mais ce terme d'égalité, je serais presque tenté de dire, il est franco-français. Il n'y a pas, d'autres pays où c'est à ce point quelque chose d'important. La liberté est quelque chose qu'on va retrouver partout, partout dans les démocraties. L'égalité, c'est quand même assez francophone comme français comme concept. Et pour le coup, ça se confronte à j'allais dire, des mastodontes aujourd'hui d'intelligence artificielle ne sont pas du tout dans ce schéma d'égalité. Et ce n'est pas parce que la technologie et l'intelligence artificielle permettra, là je suis d'accord avec toi sur ce que permet l'intelligence artificielle en analyse massive de données qui vont aider à des diagnostics plus pertinents. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver et qui est quelque chose de positif. Par contre, ça ne garantit en rien un usage de ces technologies pour l'ensemble de la population. On peut fort bien imaginer un système de santé très performant, mais réservé à une certaine élite. Ça n'est pas effectivement quelque chose qui peut changer demain. Je ne vois pas en quoi. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un système de santé qui est ouvert à tout le monde, etc. Je rappelle que ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment aux États-Unis, si tu veux te faire soigner parce que tu peux passer un orteil dans la rue. On va déjà te demander ta carte bancaire. Même si c'est plus grave, on va quand même te demander ta carte bancaire. Donc, rien ne garantit que l'intelligence artificielle va amener une égalité devant les soins. Ici. Il y aura Watson et Watson Plus. On aura un abonnement premium ou pas, c'est tout ce que ça va changer. Oui, mais d'abord, ça sera gratuit. Et ça sera gratuit. Et puis, l'intelligence artificielle permet de faire ce qu'aucun médecin. Enfin, écoute, regarde ce qui se passe actuellement. On va prendre, pour mes amis québécois, pardonnez-nous, on va parler un tout petit peu de la France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une espèce de virus qui s'appelle Coro, Bidule, je ne sais plus trop quoi, et donc qui nous pose des problèmes. Quand vous écoutez les pontes médicaux à la télévision qui se succèdent en permanence, il n'y en a pas d'autres qui disent la même chose. En plus, donc ça veut dire que soit ils ne connaissent rien, soit ils nous prennent pour des imbéciles. Toujours est-il qu'il y a donc 2 millions de personnes qui ont attrapé cette saloperie. Bien. Avec une intelligence artificielle de type algorithmique, de type Watson ou autre, chez Google, eh bien, tout le monde accède donc à quelque chose qui lui est dédié, tout le monde. Et ce n'est pas uniquement réservé à celui qui a une carte bancaire bien fournie. Ce n'est pas le cas. Pour moi, l'IA, en matière de médecine, donc elle est extrêmement performante dans ce domaine, parce que les algorithmes sont performants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent récupérer des historiques qu'un individu, un être humain ne peut pas récupérer. Et donc, ça permettra de traiter, d'abord d'avoir une vérité qui sera plus juste. Je prends quand même l'exemple de ces 5000 dossiers de cancéreux qui ont été détectés par 25%, dans 25% des cas seulement. Watson, en quelques secondes, en a trouvé 75%. Alors, et tout ça derrière, bon, alors c'est pas vraiment de l'intelligence, c'est de la simulation, c'est de la recherche de big data, tout ce qu'on voudra, mais finalement ça revient un petit peu au même. C'est que finalement monsieur et madame lambda, eh bien, accédera donc à des compétences qu'aujourd'hui auxquelles il ne peut pas accéder. Et c'est particulièrement vrai d'ailleurs au Canada ou aux États-Unis, où le coût de la santé est extrêmement élevé. Je pense que l'intelligence artificielle et les algorithmes vont casser ce modèle-là. Que ça améliore les choses, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec toi. Ça va améliorer les diagnostics, effectivement. Ça va probablement améliorer l'économie des systèmes de santé, très probablement. Mais ça ne garantit en aucun cas que tout le monde sera traité de la même façon. D'accord. On passe au point 3, si tu veux bien, donc sur l'éducation. Voilà encore un sujet qui, me passionne beaucoup.
je trouve que l'éducation n'est pas égalitaire, alors particulièrement au Canada, aux États-Unis. Elle est un tout petit peu plus donc en France, encore qu'en France, il y a des grandes écoles. Bon, bref, la formation n'est pas égalitaire, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va dire les choses crûment. Tout dépend de votre naissance. Si vous allez naître dans un endroit privilégié, vous serez privilégié après, et en particulier en termes de formation. Or, je pense que l'intelligence artificielle, à travers des mécanismes que j'aime pas trop d'ailleurs, hein, dire la vérité, les systèmes de mock, vous savez, de e-learning, bon, des millions de personnes en même temps, je ne suis pas très fanatique de ça, mais quand même, si quelqu'un cherche du travail en programmation, il peut se former sur un langage Python et ça va lui coûter combien? 10 $, pas plus. Et donc, derrière tout ça, il y a des mécanismes d'IA, des algorithmes, d'évaluation des gens, de compréhension de ce que comprend justement l'apprenant ou de ce qu'il ne comprend pas. Et donc, je pense que de la même manière que pour Saint-Just, eh bien, l'IA va introduire une plus grande égalité, une plus grande chance pour les gens, pour qu'ils puissent se former. C'est terrible. Et je dis toujours, et je me fais remonter toujours les bretelles à cause de ça, c'est qu'il suffit de regarder quelqu'un, on a 2 chances sur 3 de savoir s'il va gagner ou il va perdre dans la vie. Ça se voit malheureusement. Et ça, c'est terrible. Et je trouve que l'intelligence artificielle permettra de gommer en partie cette chose-là, de redonner donc des chances à tout le monde. Et le fameux rêve dont on parle toujours au Canada ou aux États-Unis, le rêve américain, oui, mais à quel prix? À quel prix? Je pense que l'IA va nous aider beaucoup, hein, moi, à mon avis. Hein. Maintenant, je pense que je sais parce qu'on en avait déjà parlé, tu m'as parlé des QI, donc bon, je te laisse donc, me dire le contraire de ce que je viens d'avancer. Non, je ne dirais pas le contraire. Une fois de plus, c'est pas. On va dire les avis sont subtilement différenciés. Euh, oui, bien entendu, c'est une l'intelligence artificielle va amener une amélioration, probablement, c'est comme pour la médecine, dans la manière de traiter de manière différenciée euh, chacun des apprenants. Effectivement, on peut imaginer avoir quelque chose de plus sophistiqué. Les MOOC dont tu parles aujourd'hui, c'est même pas la préhistoire de ce type d'apprentissage. Les MOOC aujourd'hui, c'est quand même assez faible en termes d'amélioration. La seule chose que ça permet aujourd'hui, c'est un accès distant à une connaissance. C'est tout. Peu de choses près. Ça veut dire que quelqu'un qui est enseignant à HEC, par exemple, peut mettre en ligne un cours et que ce cours peut être suivi par un gamin qui habite dans le 9-3. Ça ne pose pas de problème, qui habite à la campagne, sous réserve qu'il ait un accès à Internet. Mais par contre, la prise en charge, la vraie amélioration, elle se fera par l'IA, dans le sens où on va avoir une prise en charge personnalisée des apprenants. Ça, effectivement, c'est une amélioration. Mais fondamentalement, sur l'égalité, encore une fois, sur l'égalité des chances, c'est un élément favorable, mais ça ne sera pas une révolution, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres éléments de la réussite, d'autres éléments de privilèges et de caste, par exemple, sans parler de privilèges scandaleux, hein, mais tout simplement ce qui va au-delà de simplement qui est diffusé par les systèmes d'éducation, mais ce qui est culturel, ce qui fait partie du monde dans lequel on vit depuis l'enfance, constitue aussi des éléments différenciants. Et ça, l'IA ne va pas y toucher. Et puis, il ne faut pas non plus se tromper, on a déjà dit ça pour plein de choses. Hein. On a dit ça pour la télé, par exemple. La télé, on était censé, grâce à la télé, apporter la connaissance dans les foyers, partout dans la campagne la plus profonde. Et puis, on a abouti à avoir en France TF1. Voilà. On a un modèle où on n'apprend plus rien. C'est la diffusion des émissions de télé aujourd'hui, à l'exception de quelques chaînes, effectivement, comme Arte, où il y a encore un contenu un peu culturel. Mais le reste, on va dire, c'est d'ailleurs le patron de TF1 disait il y a quelques années, hein,
c'est la captation du temps de cerveau disponible pour passer des messages publicitaires. Le temps de cerveau disponible, oui. Et donc, on est à un détournement, mais on le voit bien, la technologie aujourd'hui. Je ne dis pas que l'IA va forcément tomber là-dedans, mais la technologie aujourd'hui, et l'IA en fait quand même partie pour le moment, puisqu'on peut raconter tout ce qu'on veut, mais l'IA aujourd'hui, c'est au-dessus des États, c'est quelque chose qui ne se passe pas, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas du tout démocratique, le développement de l'IA. On n'est pas dans quelque chose, il n'y a pas eu un comité éthique mondial à l'ONU pour décider si on allait le faire ou pas. Et donc, on a quelque chose qui aujourd'hui se développe plutôt dans la même logique que la télé. C'est comment capter tout ce qu'on sait sur ces gens pour leur vendre quelque chose. Donc, on est encore un petit peu plus près de ce qui s'est passé avec la télé. Et donc, l'apprentissage, oui, ça peut s'améliorer, oui, ça peut contribuer à l'amélioration. Est-ce que dans la réalité, ça va améliorer? J'ai un petit peu de doute. Voilà. Alors, nous avons une question de Jean Paquin qui, je vais la lire, on répondra donc tout à l'heure. Jean Paquin nous dit: Thierry et Claude, vous êtes tous les deux le reflet du débat de fond actuel sur l'IA. Quant à ses orientations et ses conséquences, je dis cela avec toute la gentillesse du monde. Gardez le sourire, messieurs. Bon, on va sourire. En matière d'IA, êtes-vous inquiet donc du clivage entre les pays riches, les pays dits riches en matière de technologie et ceux qui ne le sont pas? En d'autres termes, croyez-vous que l'IA va contribuer à élargir ce fossé encore plus? On va répondre donc à cette question. Autre point, si vous voulez bien, qui me touche beaucoup, parce que je trouve que là, on a vraiment des progrès à faire. C'est mon quatrième point, c'est celui donc sur le fait que l'IA peut être un excellent moyen pour vaincre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. J'ai été victime à titre personnel donc, de méthodes xénophobes, je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, je pense que si on remplaçait certains on va dire, organismes par des algorithmes de l'intelligence artificielle, d'abord, ils seraient plus égalitaires, ils seraient, à mon sens, plus efficaces, et ils ne s'encombreraient pas de considérations qui sont, qu'on le veuille ou non, des considérations de xénophobie et de racisme. Je ne dis pas que l'IA n'est pas raciste, mais ce n'est pas l'IA qui est raciste, ce sont les gens qui l'ont rendu raciste. Quand on parle actuellement des déviations de l'intelligence artificielle dans certains cas, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une discrimination par rapport à certaines populations. Je trouve ça absolument révoltant. Révoltant et d'une stupidité phénoménale. Je veux dire, on est au XXIe siècle, on peut arrêter de dire n'importe quoi. Hein. On a donc des outils qui sont ceux de l'IA qui vont nous permettre, à mon sens, donc, de dépasser ces choses qui sont d'être au-dessus de la mêlée. Vous voyez. Et moi, je pense que c'est plus facile de contraindre une intelligence artificielle de ne pas être raciste ou xénophobe, plutôt qu'une population qui est abreuvée par des slogans politiques ou autres depuis des dizaines d'années. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je dis, on a une possibilité aujourd'hui, grâce à ça, de dépasser cette... Alors, ce n'est pas toi, Thierry, qui est un grand spécialiste de réglementation générale, donc de protection des données, tu ne peux pas me donner tort, ce n'est pas possible. Tu sais très bien que RGPD a été fait pour protéger justement les gens. Et bien, on est exactement là. RGPD qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle, ça permettra de franchir, à mon avis, un cap important pour vaincre ce fléau qu'est le racisme, la xénophobie ou l'antisémitisme, à mon avis. Alors, une fois de plus, je suis épaté par ton optimisme. Bon, ça m'aurait étonné. Mais... un directeur général qui avait une expression que j'ai retenue, il parlait toujours de l'optimisme criminel des techniciens. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai que ce que tu dis, c'est effectivement un vœu qu'on peut faire, qu'on peut formuler. Maintenant, moi, je pense que l'intelligence artificielle, parce que c'est algorithmique et parce que ça se nourrit de données, est forcément et d'une réductrice, parce que même si elle a un panel de connaissances qui est fort, ce panel de connaissances, dans le monde dans lequel on vit,
il est forcément réducteur en termes d'idées parce qu'il est, j'allais dire, le fruit des puissances dominantes du passé. Et donc l'intelligence artificielle augmente ce biais et renforce ce qui sort de l'intelligence artificielle, et donc renforce, on va dire, les critères dominants. Et de ce fait, je ne suis pas certain qu'elle ne soit pas raciste ou xénophobe, parce qu'effectivement, tout dépend de qui elle va exclure. Mais elle va exclure. Elle va exclure ceux qui ne sont pas dans le cadre de cette masse de données. Regarde comment l'intelligence artificielle peut traiter, par exemple, des populations de la forêt brésilienne. Il n'y a rien, ces gens-là n'écrivent rien, n'ont jamais rien écrit, il y a pas, leur culture est totalement orale. Il n'y a rien, l'IA ne va se nourrir de rien du tout là-dessus. Donc c'est exclu totalement de l'IA. Alors que tu as une chance qu'un humain, lui, il a été en vacances en Amazonie et qu'il a rencontré des gens comme ça, ou quelqu'un qui en a parlé. Donc on est dans un... Je pense qu'on a une vision de l'IA, une espèce de possibilité de puissance, de lecture d'éléments qui n'existent pas. En fait, l'IA, elle ne sait lire que ce qui a déjà été écrit, et donc ce qui figure dans, effectivement, ce qui a été produit au cours des siècles passés par les cultures dominantes d'aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que ça va renverser la tendance demain. On va quand même essayer d'être un tout petit peu optimiste parce que quand même c'est un fléau qui est bon. On va parler d'un autre sujet encore, c'est celui des élections. Bon, on l'avait évoqué tout à fait en introduction, le spectacle déplorable donné par les États-Unis donc pour leurs élections, hein, bon, je veux dire que c'est totalement ridicule. On va demain. Alors la question que je pose est la suivante. Alors, je vais encore vous choquer, hein, pardonnez-moi, hein, mais nous sommes dans un débat d'idées, hein, donc ne croyez pas surtout que je sois totalement fasciste. Hein. Je me demande aujourd'hui, avec un peu de désespoir, si la démocratie existe toujours. Je ne suis pas convaincu, parce qu'on nous dit que c'est les gens qui ont leur sort entre leurs mains et ils vont voter grâce au suffrage universel, donc ils vont pouvoir voter. Mais quand vous regardez bien les sommes phénoménales qui sont dépensées par pour Trump et Biden, par exemple, des milliards de dollars qui sont dépensés, pourquoi? Pour rentrer dans notre cerveau, pour nous convaincre d'eux, je me dis que la démocratie, elle est extrêmement dépendante aujourd'hui de la télévision, des réseaux sociaux, et puis de l'argent qui est injecté derrière. Alors je me dis, alors, bizarrement, hein, c'est ça, je pense que ça va beaucoup vous choquer, qu'après tout, l'intelligence artificielle permettrait peut-être de remplacer ce mécanisme qui, de mon point de vue, malheureusement, est faussement démocratique. On pourrait le remplacer par, on va dire, des professionnels des élections. Alors je m'explique. On sait très bien aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, qu'on pourrait prendre un échantillon peut-être de entre 20 000 et 100 000 personnes qui seraient représentatifs des populations qui sont censés donc, représenter. Et donc, entre 20 000 et 100 000, l'échantillon est largement suffisant. Ce seraient des professionnels des élections, c'est-à-dire des gens que l'on va payer pour représenter ce qu'ils sont. Vous comprenez l'idée? Et avec avec un échantillonnage, mettons, de 100 000 personnes, on sait aujourd'hui, grâce aux mécanismes d'intelligence artificielle, qu'on ferait une erreur de prévision, non pas de 20% comme l'ont fait les sondeurs américains l'autre jour, les jours derniers, mais ferait une erreur de moins de 1 pour 1000. De 1 pour 1000. Alors bien sûr, ça passe par quoi? Ça passe par le contrôle, disons, et la représentativité de cet échantillon. Mais la question que je pose, mais je n'y réponds pas, je n'ai pas la prétention d'y répondre, la question que je pose est donc la suivante. Est-ce que démocratie pour nous, qui s'explique, qui se justifie, se caractérise par les élections et par le suffrage universel, est-ce que ce n'est pas une fausse mauvaise idée aujourd'hui, dans la réalité, hein, par rapport à un système qui serait fondé sur de l'intelligence artificielle, avec des échantillons beaucoup plus représentatifs et que l'on pourrait faire voter 10 fois par mois? Hein, est-ce qu'on va faire le couvre-feu aujourd'hui à 21h et non pas à 20h? On va pouvoir voter. Je ne suis pas certain, chers amis, que
non pas la proposition que je fais, mais en tout cas l'idée que je suggère, soit plus fasciste que cette fausse démocratie que constituent les élections du suffrage universel. Alors, surtout ne m'insultez pas, hein, j'essaye simplement d'élever un certain nombre d'idées. Bien sûr, c'est un peu choquant hein, ce que je viens de dire, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Ah, moi, je ne trouve pas ça choquant du tout. Euh, c'est pas choquant puisqu'il y a d'autres gens qui vont penser. Notamment, il y a un monsieur qui s'appelle Xi Jinping qui met ça en œuvre dans son pays pour 1,5 milliard de gens. Et il va tout savoir, il ne va pas vraiment leur demander leur avis, il va simplement capter le maximum de données qu'il peut sur eux, et à partir de là, il va mettre en œuvre des choses, soit pour les calmer, soit on les enferme. Mais en tout cas, ce que tu décris, c'est vraiment l'apothéose de la dictature. Ça ne peut dériver que vers une dictature. Il n'y a pas d'autre choix, puisque là, on n'est même plus dans du vote. Il n'y a plus de moyens démocratiques, ça n'existe plus, c'est terminé. Oui, la démocratie n'existe pas. La démocratie n'existe pas, puisque tu es influencé par la télévision. Et c'est celui qui paye le plus pour qui tu vas voter. Tu es influencé en masse, mais tu n'es pas influencé en tant qu'individu. Un individu, il lui reste toujours, le jour où il vote, il lui reste toujours le choix. Et là, à l'instant où il va voter, il a encore cette possibilité de changer d'avis. Et la télé a une influence, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, je ne nie pas l'influence et la mauvaise influence que ça a. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas pour autant rentrer dans un schéma où il n'y a plus sachant que le vote aujourd'hui, c'est encore une fois, et alors aux États-Unis, a fortiori, on est loin d'être dans une élection directe, hein, on est loin d'être dans une démocratie directe, parce que là, on a des États à refuser. Mais si tu enlèves ça, effectivement, tu es dans un schéma de dictature très rapidement. Même si au départ, ça peut sembler non seulement pertinent, mais la solution à tous nos maux, ça n'empêchera pas ces gens, professionnels ou pas, ils peuvent être aussi, eux, influencés par d'autres choses. Et ce qu'on va introduire dans la machine, les données qu'on va faire digérer par l'algorithme, de toute façon, elles aussi peuvent avoir des biais, etc. Donc, de toute façon, cette intelligence artificielle, elle est, j'allais dire, mine de rien, elle est, pour le moment, en tout cas, hein, je ne sais pas si un jour elle le sera, mais ce dont on parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui consomme de la donnée, qui effectivement fait des déductions à partir de ces données, qui vont alimenter un autre schéma de réflexion, etc. Mais il n'empêche qu'à la base, il y a des données. Donc, pour le moment, on a encore une manipulation. Et puis après, dans l'étape supérieure de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle a ces données qu'elle a digérées, machin, etc. Et là, elle n'a même plus besoin de ces données, elle s'alimente elle-même par des constatations, elle va chercher la donnée qu'elle veut. Et là, on est dans une dictature qui n'est plus une dictature des humains, on est dans une dictature de l'IA. Donc, de toute façon, on ne va pas vers quelque chose de mieux. Voilà, Ouais. Mais d'ailleurs, ça nous amène à un autre point qui est celui finalement de la maîtrise de l'intelligence artificielle, de qui va donc être responsable de ça. Et donc, est-ce que l'IA peut s'opposer à ce qu'on peut appeler l'intellicrature? Et donc, on a des références, bien sûr. Vous avez tous lu le livre de 1984 de George Orwell. D'une certaine manière, on n'est pas très loin hein, de certains de ces mécanismes-là. Moi, il me semble que contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, je pense que l'IA est un excellent moyen pour nous protéger contre la dictature. Parce qu'elle permet de mettre en évidence, là par contre, les algorithmes de deep learning, de machine learning, d'apprentissage sur une situation donnée, va permettre de mettre en évidence des groupuscules dangereux avant qu'ils deviennent trop gênants. Et je veux dire, si on avait appliqué des algorithmes d'intelligence artificielle
en 1930, 32, en 33 en Allemagne, peut-être qu'on aurait évité d'avoir un parti nazi au pouvoir. Et on pourrait dire ça dans pas mal d'endroits. Le problème, c'est qu'il y a eu prise de pouvoir après. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle, par des technologies justement de deep learning ou de machine learning, permettrait d'anticiper. Et un petit peu comme une banque aujourd'hui se rend compte qu'un certain nombre de comptes sont un peu se comportent bizarrement, hein, vous voyez, où des gens se comportent bizarrement, éventuellement donc de faire du blanchiment d'argent, eh bien l'intelligence artificielle pourrait permettre de faire la même chose, hein, au sens de la société en général. Et ça nous rendrait quand même d'immenses services. Mais ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que ce soit c'est pas le peuple, c'est pas, vous voyez, c'est pas le démocratie, vous voyez, c'est pas ce mot. Malheureusement, je crois que ce que nous percevons, nous, de la démocratie, je pense qu'on se gargarise de mots parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et il me semble qu'avec des algorithmes d'IA, ça me permettrait, d'une certaine manière, de s'en rapprocher et un peu de la simuler. Donc, de mon point de vue, ce qu'on va donc appeler l'intellictature ou l'intellicrature, je pense que l'IA est le meilleur moyen pour s'y opposer. Ah, là, je t'ai eu, là. Dans ce que tu as dit, moi, je retiens plusieurs choses, mais la première, c'est effectivement les mécanismes de détection de déviances diverses et variées, ça semble vertueux. Le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, tout ça semble vertueux. Maintenant, le fait d'empêcher Hitler de venir au pouvoir, on peut considérer que c'est vertueux. Maintenant, si l'intelligence artificielle, elle démarre une fois qu'Hitler est au pouvoir, il y reste. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle va servir à qui demain? Encore une fois, si elle intervient dans un monde, dans une partie du monde en tout cas, qui a des processus, même si tu dis que ça n'existe plus, mais qui a des processus démocratiques, qui a des processus de contre-pouvoir, de supervision, etc., on peut imaginer que dans limiter les effets à des protocoles, on va dire, pour la sécurité, le bien-être des gens dans le respect de leur liberté. Par contre, dans un monde qui est déjà plus ou moins sorti des processus démocratiques, bah, ça va renforcer le pouvoir du dictateur. Comme aujourd'hui, encore une fois, j'insiste sur ce sujet parce que je pense que c'est la clé pour le moment, hein, mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on va dire que sa caractéristique essentielle, c'est sa capacité à traiter des volumes de données monstrueux en regard de ce que c'est faire en humain. Et donc, plus tu as de données à lui donner, plus c'est performant, plus c'est pertinent. Quand tu compares ce que peut avoir un dictateur par rapport à un président élu, le grand gagnant de l'usage de l'intelligence artificielle, c'est le dictateur. Il peut avoir quasiment les données qu'il veut. Il peut imposer demain la captation de données à un niveau inimaginable dans un pays démocratique. Demain, si en Corée du Nord, par exemple, on ne peut pas les citer, mais on peut imaginer ce pays qui est quand même un petit pays, on peut imaginer une dictature totale dans le sens où une captation d'informations sur les gens qui servirait effectivement à rien dans un monde sans IA, mais qui serait un outil formidable avec de l'IA. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de coronavirus, en France, on a du mal à avoir quelques millions de gens qui chargent une application de traçage de leurs contacts pour savoir s'ils sont à risque ou pas. On est, je ne sais pas, on est peut-être à 1% ou 2%, on ne sait rien, 10% de la population, quelque chose comme ça, qui a chargé l'application. Donc on voit bien la difficulté des démocraties à obtenir des données. Imagine le même schéma dans un pays de dictature. Bah, on a une consolidation de données massive, et du coup, cette donnée est traitée par l'IA, et je ne vois pas après ce qui peut se passer, effectivement, quelle rébellion il peut y avoir. Et par rapport à des événements historiques, effectivement, ce que tu décris de la situation et de l'usage de l'IA, bah, il n'y aurait pas de révolution française, par exemple.
Non pas parce que Louis XVI aurait traité le problème avant, etc., hein, mais parce que tout simplement, il aurait fait la répression qu'il fallait pour pas que ça arrive. Donc, c'est le danger. Enfin, moi, je pense qu'il y a un danger énorme dans l'IA, non pas en tant que dictature elle-même. Pour le moment, je pense qu'on n'y est pas, et c'est pas encore tout de suite. Ça viendra, mais pour le moment, on n'y est pas. Mais par contre, comme outil des dictatures, oui, c'est prodigieux. Parce que ça s'est traité des données, et que le drame des dictateurs, jusqu'à présent, c'est qu'ils ne savent pas traiter ces données. Ils les ont, ils arrivent à les avoir, mais ils n'arrivent pas à les traiter. Toutes ces informations existent, mais malheureusement, c'est compliqué à traiter. Et avec ça, c'est facile. D'accord. Ok, bon, bah, je suis. Alors, je voudrais, pour ne pas oublier, donc, je reprends donc la question donc, de Jean Paquin, donc, qui disait est-ce que finalement on est inquiet, hein? Moi, je ne suis pas trop. Hein, et donc, est-ce que ça. On n'augmente pas finalement le clivage entre les pays riches donc, en matière de technologie et ceux qui ne le sont pas. Alors, moi, de mon point de vue, Jean Paquin, j'ai toujours été convaincu que l'informatique, d'une manière générale, et l'algorithmique, c'est une arme de pauvre. Hein, c'est une arme de pauvre. Ce n'est pas parce que c'est Google, IBM et les autres qui ont actuellement donc, le leadership dans ce domaine, et ce n'est pas parce qu'ils sont aujourd'hui en pointe, que tout ça ne sera pas accessible finalement à d'autres. Aujourd'hui, où est-ce que l'on trouve, Jean Paquin, où est-ce que l'on trouve les meilleurs cryptographes de la planète? Au Pakistan. Au Pakistan. Et dans certains pays de l'ex-Europe de l'Est. Or, c'est quoi la cryptographie? C'est simplement la création d'algorithmes donc, extrêmement performants pour chiffrer donc, des informations. On pourrait imaginer, ça revient un petit peu à ça, on pourrait imaginer que c'est tellement compliqué que c'est donc réservé à des Google et compagnie. Je pense que ce n'est pas vrai. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont déjà maintenant disponibles dans des bibliothèques telles que Panda, enfin, il y a des tas de bibliothèques aujourd'hui en Python, par exemple, je travaillais encore dessus pas plus tard qu'hier, donc qui sont, je ne dois rien à monsieur Google, à monsieur IBM. Ce qui est important dans ces domaines-là, c'est d'avoir des connaissances mathématiques, ce qui n'a rien à voir avec Google et IBM. Donc au contraire, contrairement à ce que vous dites, Jean Paquin, ou tout au moins à l'inquiétude que vous émettez, je crois que c'est une arme de pauvre. C'est une arme entre les mains d'un individu ou d'un petit groupuscule fascisant, vous voyez, c'est une arme de pauvre. Et pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Maintenant, l'algorithmique qui est derrière, la conception algorithmique, c'est vrai, ça nécessite de telles compétences mathématiques que ça, ce n'est plus accessible par tout le monde. À partir du moment où c'est disponible sous la forme d'API et bibliothèque, c'est fini, c'est une arme de pauvre. Donc, je crois que ça ne renforcera pas ce clivage entre les deux mondes. Au contraire, je crois que l'IA va nous rapprocher. Mais ce n'est pas pour autant que ça améliorera donc, la démocratie, ça je ne crois pas une seconde. Par contre, je crois que ça va nous aider à nous rapprocher. Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette séparation finalement qu'évoque Jean Paquin? Alors, une fois de plus, je vais avoir un petit désaccord. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le moteur lui-même, c'est effectivement, c'est pas ça qui pose un problème au pays pauvre. Mais, et là j'en reviens encore une fois sur de quoi se nourrit l'IA d'aujourd'hui, se nourrit de données, et la captation de données, aujourd'hui, dans les pays pauvres, elle n'est pas possible. En dehors du processus démocratique dont on parlait, qui est un débat très ciblé, j'allais dire, mais la capacité à générer de la donnée, à produire de la donnée massivement, à faible coût, et une donnée de qualité, aujourd'hui, malheureusement, ça reste encore l'apanage des pays riches. C'est oui. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, c'est encore comme ça. Parce que ça nécessite des équipements, ça nécessite un niveau de compétence, ça nécessite de la maintenance, de l'infrastructure, etc. Ce n'est pas tellement l'IA elle-même, c'est sa nourriture, on va dire.
Ouais, mais je crois qu'il ne faut pas confondre le moteur algorithmique avec l'outil. À partir du moment où, avec les API qui sont disponibles aujourd'hui en Python, moi, je peux faire n'importe quoi. Je peux faire des outils absolument fantastiques sans pour autant me poser de questions métaphysiques sur l'algorithmique qui est derrière. Ça, c'est IBM, c'est Google, parce qu'ils ont des prix Nobel de mathématiques qui ont fait ça. Mais voilà, c'est dans le domaine public, bon, on peut les utiliser. Maintenant, je pense que ce n'est pas réservé donc, à une élite. Hein, tout ça, si on, à condition. Alors, c'est un autre point ici. Par contre, Thierry, moi, je crois une chose, c'est que il faut faire attention avec ce que nous faisons parce que nous jouons des apprentis sorciers en ce moment. C'est que c'est vrai que l'IA entre les mains d'un dictateur, on est au Brésil, il va faire croire à tous les Brésiliens qu'il ne faut pas porter le masque. Voilà. Alors, on sait très bien qu'il faut porter un masque. Avec ça, on peut avoir donc des actions qui seront extrêmement négatives. Bien. C'est pour ça que je pense qu'il faut se poser la question aujourd'hui du contrôle de l'IA. Après tout, on se met des barrières sur le plan éthique dès qu'on touche à la santé. Je ne vois pas pourquoi on ne se poserait pas des barrières au plan éthique concernant l'intelligence artificielle. Je crois que ce sont des domaines qui ne devraient pas être des domaines nationaux, mais des domaines supranationaux. Par exemple, gérés, administrés, préconisés voyez, par l'ONU, tout simplement. Il faut éviter que ces technologies appartiennent à un seul pays. D'ailleurs, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans quelques jours, hein, puisqu'on va avoir une demi-douzaine donc, de laboratoires qui vont nous sortir des machins pour se soigner contre le Covid. Mais il faudra se poser la question après, comment et avec quelle technologie on a réussi, et avec quel argent aussi, on a réussi à produire ça. Là-dedans, il y a énormément d'algorithmes d'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour analyser des cas identiques autrefois, les comparaisons avec le sida, etc. Donc, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est comment éviter le captage, ce qu'évoque Thierry, hein, le captage, non, cette fois-ci non pas des données, mais le captage donc, des algorithmes d'IA au bénéfice de certains pays, hein, pour ne pas dire dictature, mais de certains pays. Ça me paraît une question qui est fondamentale et il faut se la poser maintenant. De la même manière qu'on n'a pas osé se poser la question sur le clonage humain, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de clonage humain. Et tout le monde le sait, parce qu'on n'ose pas aborder ces problèmes, on ne veut pas les regarder. Je pense que l'intelligence artificielle nous amène dans un monde absolument extraordinaire, en bien et en mauvais, hein, j'en suis bien conscient. Mais s'il est mauvais, ça viendra de la nature des hommes. Vous voyez, ça viendra de là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Et ça sera, pour ce qui me concerne en tout cas, la conclusion, c'est que tout dépendra de nous. Si nous nous y prenons bien, si on ne capte pas l'intelligence artificielle pour nos propres besoins, presque politiques, hein, ça peut être une chance fantastique. Et qui sera une chance fantastique pour tout le monde. Hein, mes amis à Dakar vont pouvoir se connecter de la même manière que quelqu'un qui est à Montréal pour avoir un diagnostic sur les symptômes qu'il ressent à un moment donné. C'est une occasion absolument extraordinaire. Mais par ailleurs, moi je suis quand même assez pessimiste sur la bêtise humaine. C'est que malheureusement, encore une fois, il va y avoir d'autres critères qui vont dominer. Ça sera l'argent, le pouvoir, etc. Et c'est bien dommage. Parce que là, des chances comme ça, à mon avis, on n'en retrouvera pas très souvent. Voilà, ça sera en tout cas la conclusion. Je reviendrai un tout petit peu après toi, Thierry. Alors là, pour une fois, on est d'accord. Ah ben non, ça ne va pas, ça va pas. On s'était bien mis d'accord au début pour ne pas être d'accord, justement. Donc, il y a un risque, voilà, il y a un risque de détournement pour des raisons diverses et variées. Mais effectivement, on est dans un schéma, quand tu disais, c'est l'outil du pauvre. Je ne sais pas si c'est le pauvre en termes de dollars, mais en tout cas, on n'a plus besoin aujourd'hui d'imaginer avoir les armées de Gengis Khan pour laisser une trace dans l'histoire. Les gens de Google, aujourd'hui, sont dans un schéma, certains des gens de Google, pardon, hein, dans le même panier, mais dans un schéma quasi transhumaniste qui est quand même assez effrayant. Et là encore, on est sur des gens assez isolés, enfin, c'est quelques personnes, mais qui ont un pouvoir phénoménal. Et
Et ce pouvoir, effectivement, si on leur laisse, on peut se poser la question de la pertinence qu'il y a à aller, pour l'humanité, aller vers ce modèle-là, sans que, effectivement, on y ait réfléchi, on se soit posé des questions. Et effectivement, ça, c'est un risque majeur pour un futur qui n'est pas si lointain. D'accord. Ok, bon, bah, écoutez, je vais donc revenir sur mon écran partagé. Donc, voilà ce que l'on voulait vous dire, hein, sur ces sujets-là. Bien entendu, ce sont des sujets qui sont des sujets de société qui ne sont pas évidents du tout. Vous voyez, donc, nous, on en parle avec un peu de recul, hein, mais moi, je pense que c'est grave. Et Thierry l'a dit plusieurs fois, donc il y a quand même des côtés très, très négatifs là-dedans. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas jouer les apprentis sorciers, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas lancer des bombes atomiques, d'intelligence artificielle. Il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas que ce soit une population contre une autre population. J'espère, bon, comme l'heure maintenant est écoulée, donc je vous rappelle que alors, je voulais donc vous dire, hein, qu'une fois par mois maintenant, nous allons faire donc des plateaux de ce type, mais avec 2, 3, 4 personnes, sur des sujets, toujours des sujets qui fâchent, des sujets un peu difficiles comme cela, et je vous promets qu'on évoquera tous les sujets, même les pires de tous. Vous voyez, donc on n'hésitera pas, ce qui n'empêchera pas qu'on continuera donc à faire nos webinaires donc, toutes les semaines, et je vous rappelle que vendredi prochain, il y en a un qui va être très très intéressant, et je vous si le sujet vous intéresse, c'est les évolutions de la médecine. C'est quelque chose d'absolument sidérant. L'homme connecticus de demain, je veux dire, il n'a plus rien à voir. Ce n'est pas après-demain, hein, c'est demain. Hein. Et il n'a plus rien à voir à ce qu'il est aujourd'hui. La médecine fait, je crois, des progrès absolument prodigieux. Et donc, on va parler de ça très en détail, avec des choses qui sont absolument stupéfiantes. Je voudrais donc te remercier, Thierry, pour tes sages paroles, mais ça, je n'étais pas inquiet sur le sujet. Merci beaucoup, mes amis. Donc, j'espère que tout ceci vous a intéressé. Et si vous voulez revoir donc, cette présentation, elle sera à votre disposition donc, demain sur notre site. Il suffit d'aller sur l'historique et de cliquer sur le bon lien. Voilà. Merci infiniment et donc j'espère vous retrouver donc, prochainement pour discuter de tout cela. Merci beaucoup, Thierry. Oui, je t'en prie. Il y avait 2 questions là qu'on n'a pas traitées. Question. Cette harmonie, c'est une question à propos de la surreprésentation des femmes dans le domaine de l'informatique et donc de l'IA. On considère qu'il y a un risque pour qu'on ne sorte pas des schémas actuels de société patriarcale et que la prolongation des problèmes actuels de surreprésentation des hommes en politique, donc ça c'est un vrai problème de démocratie. Moi je pense que la réponse, alors, malheureusement, elle est duale, elle est un peu dans les mains des individus concernés, que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Mais elle est évidente aussi par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire que les contenus de l'IA influencent énormément le comportement des IA. Et donc, effectivement, le volume de données, le volume d'informations aujourd'hui qui est traité par les IA sont influencés bien évidemment par la représentation. Et donc, il est à craindre que ça ne perdure s'il n'y a pas des éléments de contrainte par les individus eux-mêmes. Mais ça c'est un petit peu ce que disait Claude en conclusion, c'est aux humains, à nous tous, de se méfier, j'allais dire, de l'IA et d'avoir une posture par rapport à l'IA qui est une posture plutôt de méfiance et de surveillance plutôt que d'attitude de hâte. En tout cas, voilà la réponse. Très bien. Bah, écoutez, on a légèrement dépassé donc d'une minute ou deux, vous nous pardonnerez. Alors, il y a donc un nouveau message qui nous arrive ici. Bon, écoutez, apparemment, on ne vous a pas trop choqué. En tout cas, Thierry et moi, nous vous disons au revoir et on espère vous retrouver donc en pleine forme la prochaine fois. Bon week-end et à bientôt. Bon week-end à tous.